se sont-ils déjà demandé ce qui était pire que d'être bombardés dans une tranchée boueuse et infestés de rats durant la Première Guerre mondiale? Essayez d'y manger, sérieusement. Nous parlons ici d'expériences culinaires si désespérément mornes qu'elles feraient passer votre toast brûlée pour un repas étoilé au Michelin. Oubliez un instant les batailles épiques et les grandes stratégies, car ce soir, nous plongeons tête la première dans les héros véraux vraiment méconnus de la Grande Guerre, ceux qui ont dû manger la nourriture. Et laissez-moi vous dire que c'était un spectacle d'horreur gastronomique. Commençons par l'armée britannique, dont l'approche de la gamelle de tranchée était moins axée sur le plaisir que sur la démonstration de la misère qu'un être humain pouvait endurer. Leur ration standard se lisait comme un menu d'asile victorien du bully-beef, du hors-tac et du thé. Ah, le thé. Là, bully-beef était du corned-beef en conserve, suspendu dans une graisse gélatineuse, emprisonné dans des bottes qui, apparemment, nécessitaient une baïonnette, une pierre ou un miracle divin venu d'une divinité rancunière pour être ouverte. Sa consistance, simple regret. La saveur, quelque chose qui avait pu être de la viande jadis, peut-être dans une autre vie, possiblement avant de faire intime connaissance avec une brute. Les soldats le mangeaient froid, l'étalaient comme du désespoir sur des biscuits secs, ou, s'ils se sentaient aventureux et suffisamment suicidaires pour allumer un feu sous les bombardements, ils le faisaient frire. Puis il y avait le zortak, affectueusement surnommé casse-dents ou biscuit pour chiance. Ces choses étaient denses, sèches et capables de survivre à un tir d'artillerie direct, à une inondation ou à la mort thermique de l'univers. Plus d'un Tommy cite ainsi qu'on appelait les soldats britanniques, pauvres d'eux y avaient recours en les trempant dans le thé ou la soupe, purement pour éviter une chirurgie dentaire d'urgence. La blague récurrente, qui était probablement aussi une prière désespérée, était que ces biscuits étaient des reliques de la guerre des Boers, simplement réédités. Et ça, mes amis, ce n'est pas de la satire, c'est juste de la logistique militaire efficace. Mais voici le clou du spectacle, la seule véritable lueur d'espoir dans cet abîme culinaire rilté. Sucré, noir et assez fort pour faire tenir une cuillère debout, ou même pour servir de support improvisé pour la tranchée. C'était la couverture de réconfort liquide du soldat britannique, servi à toute heure, en toute situation, avant une charge, du thé, pendant une attaque au gaz, du thé, après avoir enterré un camarade, vous l'avez deviné, du thé. Un officier a même fait remarquer que le thé avait sauvé plus de vies britanniques que n'importe quel gilet pare-balles. Honnêtement, étant donné la qualité des autres rations, il n'avait pas tort. Bien sûr, la qualité des rations était une loterie à la déception. Les troupes de première ligne passaient souvent des jours sans nourriture fraîche. Quand elle arrivait, elle était souvent gorgée d'eau moisie ou déjà habitée par des rats mieux nourris. Certains faisaient bouillir du pudding de tranchée avec des restes du bully-beef, des miettes de biscuits et une bonne pincée d'angoisse existentielle. Et puis, il y avait le fameux ragoût makonoshi, une concoction mystérieuse en conserve de navets, de pommes de terre et de graisse, avec un léger et troublant arôme de rêves oubliés. Froid, il avait le goût la peine. Chauffé, il avait le goût d'un peu moins de peine. Miant. Si le régime alimentaire britannique dans les tranchées était un test de volonté, l'approche française était un acte quotidien de snobisme culinaire glorieux et défiant. Même dans la boue littérale, entourés par l'artillerie et les barbelés, les poilus français Helvelus, surnom courant des soldats françaisais, s'accrochaient aux derniers vestiges de la civilisation, leur fondation culinaire. Le pain, et beaucoup. Nous parlons pain de campagne croustillant, cuit en grande quantité et transporté dans des sacs par des mules. Était-il toujours frais, sacrebleu? Non. Mais même rassis, c'était toujours du pain français, et il battait le zortak britannique au goût et à l'indice, ça va me briser les dents. Et, à côté du pain venait le fromage, et parce que la France, parfois de la viande en conserve, et un jour de grande chance, des sardines ou des haricots. Mais le champion incontesté de la ration française, le vin. Oui, malgré les horreurs de la guerre, les soldats français recevaient une ration régulière de vin environ 1 demi-litre par jour. Ce n'était pas du grand château Margaux, c'était généralement un vin faible, agre,
et meilleur consommé avant que le bouchon ne se souvienne qu'il n'était pas un joint. Mais il remontait le moral plus vite qu'un général promettant une permission, et leur rappelait qu'ils étaient encore humains, ou du moins encore français, même enfoncés jusqu'aux genoux dans la boue et la folie. Certains de ces héros culinaires essayaient même de cuisiner correctement. Des réchauds improvisés à partir de bottes, de l'eau chauffée dans des casques, des soupes remuées avec des baïonnettes. Légende a même fait des omelettes dans des douilles d'obus. Personne n'a demandé où il avait trouvé les œufs. Personne ne voulait savoir. Le pinard, comme on appelait le vin, est devenu si essentiel culturellement que les chefs militaires s'inquiétaient plus des pénuries de vin que des munitions. Les soldats plaisantaient qu'ils pouvaient endurer les mitrailleuses, mais pas les gourdes vides. Difficile de souffrir avec dignité quand sa gourde est vide, n'est-ce pas? Au début de la guerre, les soldats allemands mangeaient étonnamment bien. Leur ration était copieuse, organisée et conçue avec légendaire efficacité allemande. Du pain de seigle noir, des saucisses et des vrais, de la viande de fumée, des pommes de terre, de la choucroute et du café noir fort. Pendant un bref et lumineux moment, cela ressemblait presque à un pique-nique rustique, si l'on pouvait ignorer les rats, la boue et les obus hurlants au-dessus de la tête. Mais ensuite, le blocus allié s'est resserré, et le régime alimentaire allemand a pris une chute rapide et déprimante dans l'ère de leur SADS. Ce mot se traduit à peu près par remplacement, mais dans les tranchées, il signifiait pas vraiment de la nourriture. Café ersatz, orge, torréfié, chicorée ou gland. A sentait vaguement le café, mais avait le goût de la punition. Farine ersatz, sûre de bois, fécule de pommes de terre, et tout ce que le quartier maître jurait être nutritif. Viande ersatz, elle venait en conserve, n'identifiait jamais l'animal, et n'en contenait probablement pas. Et travers tout cela, le pain noir est resté l'aliment de base du soldat allemand dense, acide et si résistant qu'il pouvait supporter l'humidité des tranchées. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était pratiquement une arme défensive. On pouvait le manger, l'utiliser comme sac de sable, ou assommer un rat d'un seul coup solide. Certains ont même affirmé qu'il avait des propriétés résistantes aux éclats d'obus. Ils n'avaient pas tort. Ils mesurent que les conditions empiraient, la viande est devenue un lointain souvenir. Le chou, les navets et les soupes minces remplies d'ingrédients mystères ont pris le devant de la scène. La graisse était une monnaie d'échange, la graisse de bacon ou le saindoux était échangé comme de l'or. Les soldats troquaient cigarettes, bottes même des munitions, juste pour un peu de quelque chose, pour rendre la soupe de navet moins destructrice d'âme. Pourtant, l'ingéniosité persistait. Les cuisines de campagne continuaient de fonctionner, certains creusaient des fours improvisés, d'autres faisaient du trot avec les habitants. Le désespoir, il s'avère, est un maître-chef. Rien cependant ne symbolisait mieux la déchéance culinaire que la transition de la vraie saucisse à la saucisse ersatz, une tragédie gastronomique qui a hanté les estomacs sur tout le front occidental. En Nazitistung, de nombreuses troupes allemandes fonctionnaient à bout de souffle. La faim n'était pas seulement un inconfort, c'était un effondrement stratégique. Imaginez maintenant essayer de nourrir un empire multiethnique avec une douzaine de langues. Aucun menu unifié et une chaîne d'approvisionnement en ruine. Citez, mes amis, la marque de fabrique du chaos culinaire de masse de l'armée austro-hongroise. De Vienne à Sarajevo, des soldats de Hongrie, de Tchéquie, de Slovaquie, de Croatie, Pologne et d'ailleurs, chacun avec ses propres préférences alimentaires, se sont retrouvés dans les tranchées, vivant une crise d'identité culinaire servitienne. Les rations standards étaient du pain noir, souvent moisi et dense, et de la soupe. La réponse universelle au « qu'est-ce qui reste dans le chariot ?» C'est un tofu, et plat uniqué contenait des haricots, de l'orge, de vieilles pommes de terre, des pois secs, des navets, ou un os à valeur sentimentale, parfois tout en même temps. Les Hongrois rêvaient de ragoûts épicés au papria, les Tchèques regrettaient les nedliki, les Slovènes désiraient tout ce qui n'était pas gris. Les cuisiniers, que Dieu les bénisse, faisaient ce qu'ils pouvaient avec le peu qu'ils avaient. Une grâce salvatrice était le saindoux étalé sur le pain, dans les soupes ou, dans des circonstances extrêmes, mangé directement à la cuillère. Nutritif, oui. Délicieux, absolument pas. Mais dans la guerre de tranchées, les calories l'emportaient toujours sur la cuisine.
La logistique était un cauchemar. Les fournitures étaient retardées, perdues ou simplement détournées on ne sait où. Certaines troupes passaient des jours sans repas complet, ce qui les poussait à fourrager, piller ou à réutiliser de manière improvisée les chevaux en ragoût. La vie des chevaux était rarement demandée. Quelques unités, si elles avaient de la chance, préparaient des plats locaux avec des ingrédients de la campagne. Mais la plupart jouaient simplement à la roulette culinaire avec la cuisine centrale. Et le café, souvent des céréales torréfiées ou de la pulpe de betterave, se faisant passer pour de la caféine. C'était chaud, amer et légèrement moins déprimant que de l'eau froide. Finalement, la nourriture austro-hongroise de tranchée n'était pas unifiée, mais elle était partagée. Et dans cette misère partagée, une étrange camaraderie s'est formée. Si vous pouvez survivre à un ragoût de navet bouilli et à des tirs d'obus dans la même après-midi, vous êtes liés pour la vie. De plus, ils avaient même de l'humour à ce sujet, appelant ces légumes sexe épouvantable du foin prussien ou du chou des troupes de Karl, d'après leur empereur. Car que faire d'autre que de se moquer de la nourriture qui érode lentement votre volonté de vivre? Si la nourriture de tranchée de tous les autres était sinistre, les rations russes les faisaient paraître suralimentées. Le menu du soldat russe, pendant la Première Guerre mondiale, était un exercice de souffrance austère, alimenté par la foi orthodoxe et des attentes extrêmement basses. L'aliment de base était le pain noir, dense, agre et en hiver généralement congelé. Il fallait le découper à la baïonnette ou le briser sur une pierre. Si vous pouviez le mâcher sans vous fracturer une molaire, félicitations, vous étiez à mi-chemin de la subsistance. Ensuite, le salaud, des tranches de graisse de porc salée et séchée et servie froide. Pas d'épices, pas de cérémonie, juste de la graisse pure et non adultérée. Les Russes ne le grignotaient pas, ils le mordaient comme des barres chocolatées, nutritifs, étonnamment, appétissants. Seulement si vous aviez été traumatisé au point de ne plus vous en soucier. Le cachat, ou bouilli de sarrasin, était une vue commune et bienvenue quand elle était disponible. Copieux, nourrissant et heureusement chaud, c'était l'un des rares repas qui ressemblait qu'à quelque chose que l'on mangerait volontairement. Mais souvent, il n'était pas assaisonné et servi en quantité symbolique. La soupe aux choux, ou chechi, était ce qui se rapprochait le plus d'un repas chaud pour la plupart des troupes. Mince, aqueuse et très riche en choux, on disait qu'elle diminuait le moral de votre oursin par cuillerée. Parfois, un os égaré ou une masse mystérieuse flottait à la surface, accueillie par des acclamations et une profonde suspicion. De la viande, rare et philosophique. Quand elle apparaissait, elle était soit ancienne, grise, soit probablement de cheval. Personne ne demandait. La ligne entre la faim et la dignité était mince, et la plupart des soldats la franchissaient quotidiennement. Les lignes d'approvisionnement russes, déjà tendues à travers un empire massif, étaient notoirement désorganisées. Les soldats recevaient souvent leur nourriture en retard, ou pas du tout. Pendant les offensives, ils se sont résignés à piller les villages, à faire bouillir de l'écorce ou simplement à mastiquer leur propre tristesse. Et puis il y avait la vodka, la ration non officielle de l'armée russe. Elle n'était pas toujours disponible, mais quand elle l'était, elle servait d'analgésique, de stimulant moral et, si elle était bue assez vite, de substitut de soupe. Malheureusement, elle était souvent coupée d'eau ou remplacée par des choses qui ressemblaient seulement à de la vodka et sentaient étrangement le polish pour meuble. En fin de compte, la nourriture de tranchée russe était moins une question de ce que l'on mangeait que de ce à quoi on survivait. Si ça contenait des calories et ne ripostait pas, on était reconnaissant. Si ça arrivait chaud, c'était un miracle ou un piège. Quand les Américains sont finalement arrivés en 1916, ils sont venus avec un optimisme frais, un équipement rutilant et la ferme conviction que leur nourriture était meilleure que celle de tout le monde. Et techniquement, c'était le cas si l'on jugeait les repas uniquement par le nombre de calories et non par le traumatisme émotionnel. Au tiers du régime alimentaire de chaque soldat américain se trouvait la ration de réserve, une suite affectueusement emballée de bouts de viande, de biscuits, hors-tac, de café, de sucre, de sel et du plus américain des condiments et 3 cigarettes par repas. Oui, l'armée américaine distribuait réellement des cigarettes dans le cadre du dîner. La santé pulmonaire pouvait attendre, la saveur était clairement au-delà de tout espoir.
Commençons par la viande du hachis de corned beef emballée dans des bolettes avec une consistance qu'on pourrait décrire comme résistante à la fourchette. Froide, elle ressemblait à du rembourrage de tapis. Chaude, elle ressemblait à du rembourrage de tapis fumant. Les soldats l'avaient surnommé poisson rouge, non pas parce qu'il nageait, mais parce qu'il venait en botte et rendait nostalgique des repas faits maison qui n'avaient pas le goût de la tristesse. Puis vint le bacon, théoriquement un stimulant moral jusqu'à ce que vous ouvriez la bouille. Il arrivait grisâtre, gras et si salé que vous auriez pu l'utiliser pour conserver un cheval. Mangé cru, il était cochouteux, frit, il devenait vaguement comestible, surtout si vous n'aviez pas mangé depuis la Belgique. Les haricots, cependant, étaient le vrai classique américain de la tranchée en conserve, qui au four flottant, sexe, tout passe. Ils les expédiaient. Les troupes ont vite appris que rien ne rassemble les hommes comme une digestion de haricots en commun dans un abri partagé. Mais ce que les Yanks adoraient vraiment, c'était le café, infusé assez fort pour décaper la peinture et versé de bouilloire qui n'avait pas été nettoyé depuis Fort Lavenoir. C'était l'équivalent de l'eau bénite des tranchées, servie noire, amer et plus chaud que le canon de votre fusil. Et ça, c'était un bon jour. Oh, et n'oubliez pas le chouinguin, distribué avec soin pour combattre le stray. Carrie les dents plus lentement et peut-être empêcher de vous mâcher les doigts pendant les bombardements. En toute quittée, les rations américaines étaient fiables, ce qui les rendait exotiques selon les standards européens. Bien sûr, elles manquaient de saveur, mais elles arrivaient à l'heure, ne mordaient pas et contenaient rarement des vers vivants. Cela dit, après 5 jours de haricots et de hachis, même les Allemands commençaient à se sentir moins menaçants qu'un autre petit déjeuner de poisson rouge. Nourrir une armée à travers un vaste empire n'est jamais facile. Nourrir une armée à travers des déserts, des montagnes et des infrastructures en ruine, avec un pied dans le succès siècle et l'autre dans le chaos logistique, le plus total, telle était la cuisine de tranchée de l'Empire ottoman. Le soldat ottoman moyen, souvent turc, arabe, kurde ou d'autres régions éloignées, recevait des rations rares, répétitives et parfaitement calibrées pour induire le désespoir culinaire. L'aliment de base, les lentilles, bouillies en purée, frites en galettes, ou simplement contemplées en silence. Les lentilles étaient l'épine dorsale du régime de tranchée, non par choix, mais par une destinée inévitable et lenticulaire. Les oignons étaient le succès suivant tri-cru, marinés ou rôtis si l'on trouvait du feu, honnête sur le plan nutritionnel, mais émotionnellement dévastateur. Et puis il y avait le pain plat, qui était en fait décent quand il était frais, mais c'était les tranchées, donc il l'était rarement. Une fois durci, il servait de blindage ou de sandales de fortune. De la viande, ne soyons pas gourmands. Quand elle arrivait, c'était généralement de l'agneau ou de la chèvre salée, coriace, forte en goût et assez vieille pour se souvenir de la guerre de Crimée. La plupart des soldats ne voyaient de la viande qu'à des occasions spéciales ou dans leurs rêves les plus profonds et délicieux. En attendant, ils se contentaient de bougours, de riz ou de tout ce qui ne résistait pas dans le sac de ravitaillement. La chaîne d'approvisionnement ottomane, jamais réputée pour sa rapidité fulgurante, tombait fréquemment en panne. La nourriture était transportée en charrette, à dos de mule ou sur le dos des soldats eux-mêmes. S'il pleuvait, les fournitures étaient trempées. S'il faisait beau, elles pourrissaient. Si le temps était neutre, elles étaient volées. Il n'y avait pas de victoire possible. De leur crédit, de nombreux soldats ottomans étaient de bons cuisiniers de campagne, n'utilisant qu'une casserole cabossée, une pincée de cumin et une volonté de faire. Ils pouvaient transformer les rations en quelque chose qui ressemblait vaguement à de la nourriture. Mais soyons honnêtes, c'était de la survie créative, pas de la haute cuisine. La vraie tragédie, pas de café, du moins pas du bon. Autrefois un pilier de l'Empire, le véritable café turc, est devenu une victime de la guerre. Ce qui l'a remplacé était amer, léger et préparé à partir de pois chiches ou de glands torréfiés. Il n'inspirait pas la poésie. Les soldats canadiens sont entrés en guerre sous commandement britannique et ont donc hérité du glorieux système de rationnement britannique. Cela signifiait qu'eux aussi étaient bénis par la sainte trinité de la cuisine de tranchée bully, beef, hortac était. Mais si la nourriture était la même, l'attitude était très canadienne.
Commençons par le redoutable Bully Beef. Toujours la même botte de regrets brillants et compressée que celle distribuée aux Britanniques, sauf qu'elle était souvent plus froide et possiblement gelée. En hiver, les troupes canadiennes auraient utilisé des bottes non ouvertes comme blocs de glace entêtés et les laissaient simplement non ouvertes pour des raisons de sécurité. Le sartake était une autre joie. L'équivalent biscuit d'une dalle de béton, il était sec, insipide et parfois daté de la guerre précédente. Les soldats le trempaient dans le thé, la soupe ou tout ce qui était assez humide pour éviter une chirurgie dentaire d'urgence. Un soldat canadien a affirmé avoir utilisé son sartake. Comme qu'Alporte après la guerre, cela fonctionnait parfaitement. Et puis, bien sûr, il y avait le thé fort, chaud et infusé à chaque occasion, même sous les tirs d'obus. On pouvait voir des troupes canadiennes accroupies derrière des sacs de sable, serrant des mues en émail, fumant comme s'ils repoussaient des démons. Le thé n'était pas une boisson, c'était une identité nationale avec de la caféine. Contrairement à leurs homologues britanniques, certains Canadiens apportaient des stimulants moraux, faits maison, un peu de sirop d'érable de contrebande, peut-être quelques biscuits à la mélasse dans une botte d'une tente des prairies. Ces trésors étaient rares et naturellement, ils étaient partagés avec tout le monde, car il est difficile de manger seul quand quelqu'un vous regarde avec des yeux gelés. Et n'oublions pas le bacon, distribué en généreux blocs de viande salée et grasse. Il était frit sur des feux improvisés chaque fois que quelqu'un n'osait risquer d'attirer l'artillerie. Les Canadiens ont bien appris que le bacon est merveilleux jusqu'à ce qu'un rat essaie de le voler en plein grésillement. Le système d'approvisionnement canadien, bien que toujours dépendant du réseau logistique plus vaste de l'Empire, avait tendance à fonctionner un peu plus efficacement, ou du moins de manière plus créative. Les rations étaient étirées, échangées et parfois libérées d'unités voisines avec moins de sentinelles. En parlant de libérer, avez-vous déjà entendu parler de la tristement célèbre ruse de la grenade au corps-de-bœuf? Apparemment, certaines unités canadiennes jetaient des bottes, Bully Beef, dans les tranchées allemandes, sachant que leurs rations étaient pires. Les Allemands, reconnaissant pour la gâterie inattendue, finissaient par crier « Co !» Et c'est alors que les Canadiens lançaient des grenades à la place, en criant « Vous pouvez aussi les partager !» Moralement ambigu, peut-être brutalement efficace, vous pouvez parier votre hors-tac. Lorsque l'Empire britannique appela, l'Inde répondit, envoyant plus d'1 million de soldats pour combattre dans une guerre qui n'avait rien à voir avec eux, et encore moins à leur offrir en termes de nourriture familière. Les soldats indiens, dont beaucoup suivaient des règles diététiques religieuses ou culturelles strictes, apprirent rapidement que les rations de tranchées étaient moins une question de subsistance que de perte d'identité à chaque bouchée. La ration britannique standard Bully Beef, hors-tac, était pour de nombreux soldats indiens complètement immangeable. On offrait du bœuf aux hindous, tandis que les musulmans recevaient du porc. Et tout le monde, sans distinction d'origine, était contraint de manger quelque chose qui avait le goût de l'indifférence coloniale. Il leur crédit, de nombreuses unités indiennes ont simplement refusé de manger les viandes interdites, même sous le feu. Au lieu de cela, elles ont mis en commun leurs ressources, cuisinées séparément lorsque cela était permis et utilisé n'importe quoi, des casseroles cabossées au casque en acier pour faire bouillir du dal, du riz ou du sambar. Les bons jours, elles réussissaient à reproduire des plats simples. Les mauvais jours, elles faisaient bouillir des oignons et espéraient une intervention divine. Les épices, cruciales dans la cuisine indienne, étaient plus rares qu'un lit chaud, à moins d'être introduites en douce danse des colis ou libérées réserve des officiers britanniques. Sans elles, chaque plat avait le goût de l'Europe tigris, humide et vaguement rancunier. Les commandants britanniques, toujours désireux de tout mal comprendre, ont parfois essayé d'améliorer les choses en distribuant du Bully Beef au curry, qui n'était que du Bully Beef ordinaire, saupoudré d'impérialisme et d'un léger regret. Malgré les indignités, les soldats indiens improvisaient comme des ninjas culinaires chevronnés. Les chapatis étaient faits avec la farine de tranchée, frits sur des pelles, les lentilles trempées dans des gamelles. Certains hommes transportaient des mélanges d'épices dans de petits sacs en tissu, les gardant plus précieusement que leurs fusils,
et chaque fois qu'il y avait du temps, les repas étaient partagés en commun, parce que c'est ce que fait la famille, même dans une tranchée. La nourriture était peut-être maigre, mais la dignité était épaisse. Il ne s'agissait pas seulement de saveur, il s'agissait de foi. Obtenir la mauvaise n'était pas juste un inconvénient, c'était un désastre spirituel. Certains refusaient les rations pendant des jours, choisissant de troquer avec des civils locaux ou d'autres troupes coloniales pour survivre sans compromis. Les troupes indiennes ont non seulement affronté la faim et le froid, mais aussi le profond sentiment d'être totalement incomprises par l'empire qu'elles servaient. Et pourtant, elles ont enduré un nuage de vapeur à l'odeur humaine à la fois. Servant sous commandement français et britannique, les troupes coloniales africaines étaient souvent déployées loin de chez elles et encore plus loin d'une nourriture qui avait du sang pour elles. Originaires du Sénégal, d'Algérie, du Maroc et d'autres parties de l'Empire, ces hommes ont apporté leur propre riche tradition culinaire, seulement pour se heurter de plein fouet à la tragédie en conserve de l'Europe. Les Français, à leur crédit, ont distribué des rations légèrement plus comestibles que les Britanniques, mais pour les troupes d'Afrique de l'Ouest, une botte de bœuf froid et un morceau de pain ne satisfaisaient pas tout à fait l'envie de bouillie de mil ou de ragoût épicé d'arachide. Cela provoquait surtout de la confusion. Les rations standards comprenaient du harka, de la viande en conserve et occasionnellement un morceau de poisson salé, mais ces aliments se heurtaient violemment aux régimes locaux, tant sur le plan digestif que spirituel. De nombreuses troupes improvisaient leur propre cuisine juste derrière les tranchées, alimentées par des feux de bois, des couvercles de casque et une mémoire tenace. Le riz, lorsqu'il était disponible, était transformé en quelque chose de nourrissant, une marmite d'eau bouillante. Une poignée de grains et quelques épices récupérées pouvaient créer un goût de chez soi. Du gombo séché, des oignons et des poivrons passés en douce, troqués ou cueillis transformaient les rations françaises fades en quelque chose de vaguement reconnaissable. Certaines unités algériennes et marocaines transportaient même de petits tagines ou pots en métal, les utilisant pour créer des ragoûts mijomités qui rendaient les soldats voisins jaloux et confus à parts égales. Même sous les tirs d'obus, ils remuaient, assaisonnaient et servaient, car si la faim arrivait, elle devait au moins sentir le cumin. Mais les malentendus culturels étaient profonds. Du porc était fréquemment distribué aux troupes musulmanes. Le jeûne religieux était ignoré. Les officiers français, déconcertés que leur ration ne soit pas universellement adorée, répondaient de la seule manière qu'un officier colonial pouvait en blâmant les troupes d'être ingrates. Pourtant, la nourriture n'était qu'une partie de la lutte. De nombreuses troupes africaines étaient traitées comme de la main-d'œuvre sacrifiable. Elles creusaient des tranchées, transportaient des fournitures et occupaient les premières lignes les plus dangereuses. Les repas étaient précipités, les rations distribuées injustement ou carrément sautées quand les choses se compliquaient. Et pourtant, ils cuisinaient le partageaient. Ils s'adaptaient. Il résistait au grand nivellement européen du goût avec le feu, les épices et une créativité inépuisable. Le soldat italien marchait à la guerre avec des visions de pâtes, de polenta et du rag de mama. Ce qu'il obtenait, c'était un bol de haricots, un morceau de pain militaire et la réalisation, le surglacé, que personne ne cuisine à dedans sous les tirs d'artillerie. Combattant le long du front montagneux de l'Esonzo, les troupes italiennes ont enduré certains des terrains les plus impitoyables de la guerre. Leur nourriture devait être transportée à dos mules sur des falaises escarpées à travers des vallées glaciales, à supposer que les mules ne soient pas bombardées, volées ou simplement trop déprimées pour continuer. La ration standard est là. Panini de guriaille, pain de guerre, un pain dense et grisâtre fait de blé, d'orge et de désespoir existentiel. Il était assez robuste pour arrêter les éclats d'obus et assez sec pour aspirer l'humidité de vos souvenirs. À côté de cela venaient les haricots, généralement blancs ou bruns, bouillis jusqu'à la soumission, et souvent assaisonnés de déception et de neige fondue. Le lard salé faisait occasionnellement son apparition, ajoutant de la graisse et du sel, mais pas beaucoup de dignité. La viande était dure et fibreuse, souvent découpée directement de blocs congelés avec des couteaux de tranchée ou des jurons créatifs.
Si les lignes d'approvisionnement tenaient un très gros si, les soldats pouvaient obtenir macaroni ou de la polenta, bien que les deux arrivaient froids, figés et loin d'être poétiques. Cuisiner dans les tranchées était pratiquement impossible, surtout quand votre réchaud était une doue rouillée et votre combustible un demi-piqué de clôture. Et puis il y avait le vino, la modeste ration de vin italien qui faisait de son mieux pour remonter le moral, bien qu'il ne fît qu'à peine lever les sourcils, léger et aigre. Il tenait moins de l'élégance d'un Chianti que de l'accident dans un vignoble. Pourtant, une gorgée de vin rouge chaud dans une tranchée enneigée suffisait à vous rappeler que la vie avait autrefois impliqué des tables et des chaises. La logistique était un ennemi constant. En hiver, la nourriture gelait avant d'atteindre le front en été. Elle pourrissait pendant le transi et entre les deux, elle était volée par les rats, les officiers ou votre propre estomac avant même que vous n'ouvriez la botte. Malgré tout, les soldats italiens continuaient à manger, à chanter et parfois même à assaisonner. S'ils ne pouvaient pas rentrer à la cuisine de Nama, ils se contentaient de faire un risotto de tranchée avec de la boue en plus. Si le front occidental était boue et gamoutarde, le front des Balkans était boue, montagnes et beaucoup de choux. Les combats y étaient brutaux, chotiques et généralement froids, et la nourriture correspondait à l'ambiance avec une constance admirable. Les troupes des Balkans, qu'elles soient serbes, bulgares, monténégrines ou autres, subsistaient principalement de tout ce qui pouvait être bouilli en ragoût sans violer les lois de la physique. Le chou, les pommes de terre et les oignons étaient courants, abordables et suffisamment robustes pour survivre à de longs transports. Malheureusement, l'odeur aussi, qui s'accrochait aux uniformes, autant et probablement aux narines de l'ennemi sous le vent. La base de presque tous les repas était la soupe, les minces, grasse et cuite sur des feux de camp si vous aviez de la chance ou sur des meubles en feu si vous n'en aviez pas. Une bonne soupe pouvait contenir des haricots, de l'orge ou une légumineuse mystère offerte par le destin. Une excellente soupe pouvait contenir de la vraie viande, généralement du mouton, du gras de porc, ou dans des cas extrêmes, un ancien cheval de cavalerie qui avait servi honorablement, puis, et bien délicieusement. Le pain était présent quand disponible, mais souvent rare. Les soldats fabriquaient parfois des biscuits avec de la farine et de l'eau séchée dure comme la pierre et utilisés indifféremment comme nourriture et comme instrument contondant. Le café était rare, généralement remplacé par de l'orge ou des glands torréfiés, un schéma observé sur les fronts plus pauvres de la guerre. La boisson résultante ressemblait à de la boue, sentait le bois de chauffage et fonctionnait principalement comme un placebo liquide chaud. Les soldats des Balkans, dont beaucoup étaient paysans avant la guerre, étaient habitués à se débrouiller avec peu. L'improvisation était la clé et un morceau de viande fumée, une brindille d'herbe sauvage ou l'occasionnelle gousse d'aile pouvaient élever un seau de désespoir bouilli en sommeting de presque nourrissant. Presque. Malheureusement, les lignes d'approvisionnement dans les Balkans étaient imaginatives, les routes étaient primitives, les chemins de fer inexistants dans de nombreuses régions. Et la nourriture voyageait souvent en charrette, à bœuf ou par pure espérance. Les rations arrivaient en retard, incomplètes ou jamais. Le fourragement est devenu une compétence nécessaire. Le vol dans les villages abandonnés était courant. L'échange de cigarettes contre des œufs était pratiquement un sport olympique. Pourtant, le moral persistait d'une manière ou d'une autre, car rien ne rassemble les hommes comme de souffrir devant la même marmite de choux trop cuits. Si les rations de tranchées étaient mauvaises, les repas des prisonniers de guerre les faisaient paraître gastronomiques. Les soldats capturés pendant la Première Guerre mondiale se retrouvaient coincés dans des camps où la seule chose pire que la compagnie était la cuisine, si l'on peut appeler le fait de faire du désespoir dans une marmite cuisinée. Le repas standard des prisonniers de guerre dans la plupart des camps allemands, russes, français, britanniques était la soupe. Toujours de la soupe. Mince, grise, occasionnellement chaude, et souvent décricrite par les survivants comme du chou à queue ou du liquide chaud avec des choses qui flottant. Personne ne savait ce qui flottait. Personne ne voulait demander. Côté de ce marécage culinaire venait un morceau de pain, généralement rassis et assez dense pour servir de cale-porte ou de matraque. Ce pain était souvent étiré, avec de la sciure de bois
ou de la fécule de pommes de terre, selon qui prétendait qu'il était encore comestible. La viande était mythique. Quand elle apparaissait, elle était mesurée en milligrammes, une lamelle de vieille saucisse, un os avec un souvenir de saveur. Une fois fait marquant un camp de prisonniers de guerre français s'y a servi quelque chose qu'ils appelaient du bœuf, et il s'est avéré que c'est du rat bouilli. Les critiques étaient mitigées, le rat n'a pas commenté. Les calories étaient faibles au niveau de la famine. De nombreux prisonniers ont perdu un poids considérable au cours des premières semaines. Certains s'y sont adaptés, d'autres non. Dans les camps russes, où les lignes d'approvisionnement étaient en fait de la simple pensée magique, la famine était courante. Dans les camps allemands, les rations ont fortement diminué à mesure que la guerre traînait en longueur et que les ressources s'épuisaient. Entre en scène le colis de la Croix-Rouge, une véritable bouée de sauvetage. Ces colis, provenant principalement des Britanniques, contenaient de la viande en conserve, des biscuits, du chocolat, du thé et du savon. Quand ils arrivaient, ils étaient précieux. Quand ils n'arrivaient pas, les choses tournaient au Moyen-Âge. Les prisonniers troquaient, jouaient et gardaient leurs colis comme des dragons amassant du lait en conserve. La nourriture devint une monnaie. Une botte de confiture pouvait vous valoir des chaussettes, une barre de chocolat de la protection, une tranche de vrai pain, pratiquement un levier politique. Certains prisonniers sont même devenus des chefs de camp, créant des repas élaborés à partir du maigre contenu des bœufs de la Croix, ripettés de sardines, pudding aux biscuits, même de faux rôtis, tout préparé sur des réchauds improvisés dans des hustes au sol de terre battue sous des gardes vigilants, sans absolument aucune appréciation pour le génie culinaire. Derrière, soldats épuisés mâchant de la viande mystérieuse, se tenait une figure oubliée avec une louche et un regard dans le vide, trie le cuisinier de tranchée. Ce n'étaient pas des chefs célèbres. Ils n'avaient ni livre de recettes ni tablier. Ils avaient des casseroles cabossées, des feux instables et le défi quotidien de transformer les rations militaires en quelque chose qui ne serait pas utilisé comme mortier de tranchée. Les cuisines de campagne étaient des engins mobiles, roulants, traînés derrière les lignes et déguisés en dispositifs de préparation de soupe. En réalité, c'étaient des chars crachant de la fumée, remplis de ragoûts, de thé et d'additions. Les cuisiniers devaient travailler avec ce qu'ils avaient, ce qui était presque toujours une pénurie. La journée d'un cuisinier de tranchée commençait tôt et se terminait quand l'artillerie le permettait. Les repas devaient être préparés en grande quantité en utilisant des ingrédients avec plus conservateurs que de valeur nutritionnelle. Les navets, le chou, les oignons et la viande salée étaient les fondations. La saveur était facultative et généralement remplacée par le sarcasme. Malgré les obstacles, ces cuisiniers créaient quelque chose de vaguement comestible à partir de presque rien. Ils faisaient des ragoûts avec plus d'eau que d'ingrédients. Ils réhydrataient les biscuits Artac, jusqu'à ce qu'ils ressemblent à nouveau à du pain. Ils étiraient une poignée de haricots dans une marmite destinée à 30 hommes. Si les miracles culinaires existaient, ils étaient enterrés au fond d'une tranchée, derrière un cuisinier jurant après sa louche. Et pourtant, la nourriture devait être livrée sous le feu, à travers la boue, les barbelés, et occasionnellement dans des zones où les rats avaient revendiqué des droits de ska. Les soldats risquaient leur vie et leur intégrité physique pour un repas chaud, et les cuisiniers risquaient les leurs en essayant de les leur apporter en poussant des chariots de soupe à travers l'enfer. Certaines armées ont même développé des tranchées de feu improvisés où la nourriture pouvait être chauffée sans que les panaches de fumée révélateurs n'attirent les tireurs d'élite ennemis. Par temps froid, ces endroits devenaient sacrés. En été, ils devenaient des fermes à mouches. Les cuisiniers de campagne étaient aussi des soldats. On se plaignait à eux, on plaisantait avec eux, on les suppliait pour un supplément de pain. Un bon cuisinier pouvait maintenir une unité en état de fonctionnement, un mauvais cuisinier, eh bien, il ne durait pas longtemps. La rumeur veut qu'une unité britannique ait failli se mutiner à cause d'une bouillie brûlée. Après des milliers de kilomètres de boue, des millions de balles, et plus de choux que n'importe quel Keller n'en a jamais demandé. Une chose est restée constante sur tous les fronts, dans chaque armée et chaque tranchée misérable, très « mangez-vous maintenez humain à peine ».
La nourriture de tranchée n'était pas une question de plaisir. Ce n'était même pas toujours une question de nutrition. C'était une question de calories, des calories denses, grasses, fades, suffisantes pour maintenir un homme en marche, en train de tirer, de creuser et occasionnellement de sangloter dans un bol de désespoir réhydraté. Les soldats ont appris à vivre sans assaisonnement, sans ustensiles appropriés et parfois sans mâcher. Ils mangeaient accroupis, debout, en courant ou allongés dans 5 centimètres d'eau glacée. Si c'était chaud, c'était bon. Si c'était solide, encore mieux. Si ça ne bougeait pas tout seul, vous passiez une bonne journée. Et pourtant, la nourriture est devenue plus que cela. Dans les pires conditions, c'était un rituel. Infuser du thé, partager des biscuits, se battre pour le morceau de pain un peu moins détrempé. C'était un réconfort, non pas parce que ça avait bon goût, mais parce que cela signifiait que l'on était encore en vie pour le goûter. Un repas chaud pouvait remonter le moral plus vite qu'un discours de général. Une botte de confiture pouvait sceller une amitié. Une ration manquante pouvait déclencher une bagarre. La nourriture était monnaie, thérapie, diplomatie, et parfois la seule chose qui se tenait entre la santé mentale et l'abîme. Chaque armée avait ses particularités, thé britannique, le vin français, le pain noir allemand, le cacha russe, les haricots américains, les lentilles ottomanes. Mais l'expérience partage était universelle et la misait à la cuillère. Et n'oublions pas l'improvisation. Des ragoûts dans des couvercles de casque au café infusé avec de la boue et du courage. Les soldats de tous les continents ont inventé de nouvelles façons de rendre leur repas un peu moins insupportable. Les cuisines de campagne ont étiré les ressources avec la créativité de génies épuisés. Les soldats ont appris à cuisiner avec tout ce qui n'explosait pas. Même en captivité, même en état de famine, la nourriture signifiait quelque chose. Elle signifiait la culture, le foyer, l'identité. La petite flamme de qui vous étiez avant que la guerre ne vous pousse dans un trou et ne vous tende une cuillère, car dans un monde où tout s'effondrait, un repas chaud, même fait de graisse, de peur et de choux, était un rappel que vous n'aviez pas encore abandonné. Et soyons réalistes, survivre à un tel menu, c'est ça la vraie victoire. Parce que si vous pouvez manger ça et continuer à fonctionner, vous n'êtes pas juste un soldat, vous êtes une légende. De préférence, une légende qui a apporté sa propre sauce piquante. Avez-vous déjà une migraine épouvantable et songé, pourvu que quelqu'un m'éperce un trou dans le crâne? Non. Eh bien, félicitations, vous n'êtes pas un humain de l'Antiquité. Car pendant des milliers d'années, aux 4 coins du globe, la solution universelle de l'humanité pour à peu près tout, des crises d'épilepsie aux mauvaises ondes, était une petite procédure appelée trépanation. Et oui, cela impliquait de percer des trous dans la tête. Loin d'être une lubie de torture médiévale, des archéologues ont mis au jour des crânes trépanés vieux de plus de 700 ans, des hauts plateaux péruviens jusqu'à l'Ukraine. Apparemment, ouvrir le crâne de quelqu'un représentait la première tentative de neurochirurgie de l'humanité. De quoi rester pantois, n'est-ce pas? Mais le plus fou reste à venir. Rien nombre étonnant de ces patients antiques au crâne percé ont survécu. Leurs os se sont même resoudés autour de l'ouverture, prouvant qu'ils ont vécu assez longtemps pour que leur crâne commence à se reconstituer. Il ne s'agissait donc pas d'un meurtre raté, mais bien d'une médecine réelle, quoique absolument terrifiante. Ce qui signifie que quelqu'un quelque part a observé une personne en pleine crise, souffrant d'une migraine ou se sentant juste un peu dérangé, et s'est dit « Treux aya ». Esprits maléfiques, expulsons-les. Car à l'époque, la médecine ne s'intéressait ni aux germes ni aux tumeurs, elle tournait autour des esprits, des malédictions et des déséquilibres cosmiques. Ainsi, la trépanation n'était pas perçue comme risquée, elle était thérapeutique. Mal de tête? En Perse. Changement d'humeur. En Perse. Blessure de guerre. En Perse. Vous êtes cogné le petit doigt de pied d'un peu trop fort? Bon, probablement pas ça, mais vous saisissez l'idée. Les outils étaient, disons, d'une élégance rustique. Racloirs en silex, couteaux en obsidienne, puis instruments en bronze, tous employés pour créer des ouvertures circulaires étonnamment parfaites. Et le patient, souvent, il était éveillé, maintenu par des amis et de la famille bienveillants ou terrifiés.
Pas d'anesthésiant, juste de la pure détermination, de l'adrénaline, et peut-être un peu de jus de baie fermenté si vous aviez la chance de connaître quelqu'un qui s'y connaissait. Pourtant, la précision observée sur certains de ces crânes antiques est stupéfiante. Des trous-nez symétriques, meilleurs que ce que certains étudiants en première année de médecine moderne pourraient réussir après une nuit blanche particulièrement difficile. Ces premiers chirurgiens, malgré une compréhension du cerveau aussi sophistiquée que celle d'une société de la Terre plate, ont développé techniques cohérentes, transmises de génération en génération. Leur habileté pratique avec un ciseau et leur sang-froid impressionnant étaient indéniables. Or, s'il y eut bien une civilisation antique qui mêlait sa science à juste assez de superstition pour maintenir l'intérêt, c'était l'Égypte. Ces connaisseurs de l'au-delà, drapés de lin, ne se contentaient pas de momifier les morts, ils excellaient étonnamment à rafistoler les vivants. Nous le savons grâce au papyrus Edwin Smith, un manuel chirurgical vieux de 3600 ans qui se lit comme un rapport détaillé d'une unité de triage sur un champ de bataille, mais avec plus d'hiéroglyphes. Il couvre les fractures, les luxations, les abcès et même les lésions de la colonne vertébrale. C'est en quelque sorte l'équivalent antique Doctissimo, si Doctissimo ne vous annonçait jamais que chaque symptôme est synonyme de catastrophe imminente. Les chirurgiens égyptiens opéraient sous les yeux attentifs et juges de leur dieu, en particulier Imhotep, l'architecte originel devenu médecin puis divinité. Ainsi, si vous vous fracturiez le crâne ou luxiez une épaule, votre médecin pouvait d'abord marmonner quelques prières, peut-être consulter les astres, puis saisir son scalpel en obsidienne. La chirurgie n'était pas qu'une réparation physique, c'était une bataille spirituelle contre les invisibles saletés à l'origine de vos maux. Leur panoplie d'outils était étonnamment avancée pour l'époque triscalpel en bronze, crochet, fer sacotérisé et cisaot. Certes, ils n'étaient pas exactement stérilisés, à moins que faire passer de l'encens par-dessus ne compte, mais ils étaient utilisés avec une méthodologie rigoureuse. Ils savaient suturer les plaies, drainer les abcès et immobiliser les fractures à l'aide de roseaux et de laine imprégnée de résine. Et pour les infections, leur arme secrète était d'une simplicité surprenante, il miel. Oui, cette substance collante que vous mettez dans votre thé. Elle est antibactérienne, favorise la cicatrisation et était si efficace que la science moderne a confirmé son utilité. Imaginez survivre à l'attaque d'un crocodile, pour ensuite voir votre plaie béante recouverte du goûter préféré de Vigny l'Orson. Mais même les Égyptiens avaient leurs limites. Tout ce qui touchait au ventre ou au cerveau était largement proscrit. Les organes internes étaient considérés comme sacrés, divins et, franchement, trop mystérieux pour qu'on y mette le nez. Ainsi, si vous souffriez, par exemple, d'un ulcère de l'estomac ou d'une tumeur au cerveau, vos chances n'est pas exactement mirobolantes. À moins, bien sûr, que votre affection ne puisse être commodément apaisée par un cataplasme, un bon chant ou un amulette stratégiquement placé. Malgré tout, l'Égypte nous a légué l'un des premiers systèmes médicaux qui s'efforçait réellement de séparer le traitement de la pure conjecture, même si le diagnostic impliquait parfois une divinité en colère ou deux. Leur approche chirurgicale était détaillée, organisée et étonnamment avancée pour une société qui vénérait les chats. Et si vous vous posez la question, oui, les mêmes bâtisseurs de pyramides pouvaient aussi retirer une écharde avec une précision divine. Avançons de quelques millénaires, bien avant les hôpitaux modernes et ces gants stériles sophistiqués, et nous atterrissons dans l'Inde antique, patrie d'un médecin légendaire nommé Sushruta. Cet homme était si habile et méthodique qu'il est souvent salué comme le véritable père de la chirurgie. Et non, ce n'est pas un titre que l'on distribue à la légère. Stipe a littéralement rédigé l'ouvrage de référence en chirurgie. C'était le Sushruta Samhita, un texte médical sanskrit datant d'environ 600 avant notre ère, qui se lit comme une bible pour chirurgiens. Il décrivait plus de procédures chirurgicales, 500 ans instruments, et exposait des techniques qui auraient laissé votre barbier chirurgien médiéval moyen bouche bée d'admiration. Sushruta n'était pas un boucher de ruelle. Il pratiquait des opérations avec une précision remarquable, extraction de cataractes, réparation d'hernie, réalignements osseux, amputation. Et tenez-vous bien même de la chirurgie esthétique.
Site exact, l'Inde antique nous a offert la première rhinoplastie connue. Si votre nez était coupé, et ce qui, grâce au délicieux système de justice pénale de l'époque, n'était pas exactement rare, Sushruta pouvait vous en façonner un tout neuf en utilisant la peau de votre joue ou de votre front. Encore une fois, pas d'anesthésie, juste un sang-froid à toute épreuve et probablement un vin d'herbe fort pour atténuer la douleur. La chirurgie dans l'Inde antique était profondément liée à l'Ayurveda, un système holistique visant à équilibrer le corps, l'esprit et l'âme. Bien que la chirurgie fût généralement un dernier recours après avoir tenté les herbes, les massages, les prières et même une pincée de thérapie à l'urine de vache et ne demandait pas, elle était néanmoins pratiquée avec une compréhension technique impressionnante. Les plaies étaient nettoyées à l'alcool, suturées à l'aide de fibres végétales et pansées avec des herbes antiseptiques. Contrairement à l'Europe des siècles plus tard, les chirurgiens indiens savaient réellement que la proté était essentielle. La formation était pratique et brutale. Les étudiants s'exerçaient aux incisions sur des légumes, du cuir, des animaux morts et même des vessies remplies d'eau pour simuler les tissus humains. Avant de toucher un vrai patient, ils devaient prouver leur fermeté, car lorsqu'on coupe quelqu'un avec un scalpel en bronze, on n'a généralement pas de deuxième chance. Les textes ayurvédiques insistaient également sur la pratique éthique, y compris le consentement éclairé et le traitement gratuit des pauvres. Il ne s'agissait pas seulement de guérir la maladie, c'était un devoir moral. Dans un monde où la médecine penchait souvent lourdement vers le mystique, la chirurgie indienne antique se distinguait par son approche structurée et empirique. Or, si vous pensiez que les Grecs passaient tout leur temps à inventer la démocratie et à débattre si un arbre tombant dans la forêt faisait du bruit, détrompez-vous. Ils s'adonnaient aussi à la chirurgie, une chirurgie malaisée, douloureuse et souvent terrifiante. La médecine grecque antique était un mélange chotique de philosophie, de superstition et de tripes souvent littéralement, fréquemment exposées sur le champ de bataille ou dans la pièce exiguë d'un guérisseur. Au centre de tout cela se trouvait Hippocrate, le père de la médecine originale. Il tenta avec succès de séparer la maladie du châtiment divin et de baser le traitement sur l'observation et la logique des idées plutôt révolutionnaires, jusqu'à ce que l'on réalise que la plupart des opérations impliquaient toujours de couper quelqu'un pendant qu'il hurlait. Hippocrate lui-même n'était pas friand des procédures complexes, mais il s'y connaissait en luxation, fracture, drainage d'abcès et la toujours populaire saignée. Rien ne crie guérison comme d'ouvrir une veine en espérant le meilleur. Mais les choses s'accélérèrent vraiment lorsque Galien entra en scène aux siècles de notre ère. Médecin grec travaillant à Rome, Galien avait une obsession sérieuse pour l'anatomie. Laïque, il n'était pas autorisé à disséquer des humains. Alors, comme tout scientifique entreprenant avec une curiosité légèrement morbide, il se tourna vers les singes, les cochons et le gladiateur occasionnel pour ses leçons pratiques. Il réalisa des vivisections sur des animaux, élaborant des théories anatomiques détaillées, dont certaines étaient éperdument incorrectes, mais impressionnantes pour quelqu'un qui cherchait sans Google ni cadavre humain facilement disponible. Les instruments chirurgicaux-grecs étaient étonnamment avancés, riscalpels, pinces, cathéters, scies à os et crochets. Les Grecs utilisaient même la cautérisation, brûler une plaie avec du métal chaud pour arrêter l'hémorragie. Et bien que cela ressemble à quelque chose tiré d'un film d'horreur, cela fonctionnait réellement douloureux. Oui, mais efficace. Imaginez cela comme une chirurgie au laser antique, sauf que le laser est une barre de fer rougeoyante et que vous êtes pleinement éveillé. Les champs de bataille étaient les véritables terrains d'entraînement. Les médecins grecs apprenaient à traiter les plaies de flèches, les membres écrasés et les traumatismes crâniens en temps réel sans aucune marge d'erreur et sans aucune morphine. Si vous surviviez à un coup de lance dans l'intestin et que votre chirurgien ne s'évanouissait pas à la vue des entrailles, vous pouviez peut-être simplement vivre. Mais la chirurgie grecque, malgré tous ses outils et ses théories, restait fermement ancrée dans la théorie des 4 humeurs, charma, cette idée charmante, mais non scientifique, selon laquelle votre santé dépendait d'un équilibre prêtre entre le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. Ainsi, si votre opération ne vous tuait pas,
Un traitement excessif aux sangsues pourrait bien le faire. Les Romains n'étaient pas exactement répés pour leur subtilité et leur approche de la chirurgie ne faisait pas exception. Tandis que les Grecs nous léguaient théorie et l'éthique, les Romains nous offraient les hôpitaux de campagne et les soins d'urgence traumatologiques. Lorsque votre empire s'étend sur des continents et que votre passe-temps favori consiste à poignarder des gens dans les arènes, on devient très vite et très doué pour rafistoler les corps. Au centre de cette innovation sanglante se trouvait le medicus, la réponse de Rome aux chirurgiens de champ de bataille. Ces robustes médecins étaient stationnés avec les légions, opérant depuis des hôpitaux mobiles appelés valetudinaria, généralement des tentes glorifiées dressées pré-camp militaire. Ce n'étaient pas des lieux de confort, c'étaient des tentes de tourment remplies de soldats blessés, d'outils qui s'entrechoquaient et de l'agréable effluve de fer et de sueur. Les chirurgiens romains excellaient dans les soins traumatologiques, réextraction de flèches, réparation d'os cassés, cautérisation, suture de plaies et amputation. Si votre bras pendait à un fil, le médicus avait une solution impliquant généralement une scie, de l'eau bouillante et l'espoir que votre ture tienne le coup. Anesthésie. Absolument pas. Si vous aviez de la chance, vous aviez du vin ou de l'opium. Si vous n'en aviez pas, vous étiez maintenu par 4 légionnaires costauds. Mais ils ne se contentaient pas d'improviser dans le noir. Des textes médicaux romains, comme ceux de Cels, détaillaient des procédures précises, des chirurgies oculaires aux ablations d'hémorroïdes. Cels, toujours le charmeur, décrivait comment inciser un abcès avec une clarté étrangement jubilatoire. Faites une incision assez longue pour qu'un doigt puisse entrer. Quelle poésie! Leur instrument, quant à eux, ne semblerait pas totalement déplacé dans une salle d'urgence moderne. Les Romains possédaient des pinces, des scalpels, des crochets, des écarteurs, des forêts à eau et des cathéters. Beaucoup étaient en bronze ou en fer et fabriqués avec un soin surprenant. Certains avaient même des vis ajustables, car s'il y avait une chose que les Romains aimaient plus que conquérir la Gaule, c'était l'ingénierie soignée. Malgré toute cette boucherie, la médecine romaine était étonnamment systématique. Les plaies étaient nettoyées, souvent avec du vinaigre, bandées et surveillées. Ils comprenaient le danger de l'infection, même s'ils ignoraient pourquoi elle se produisait. Et-ils pratiquaient quelque chose d'étonnamment proche du triage, triant les mourants de ceux qu'on pouvait sauver. Pourtant, leur compréhension avait des limites. Les chirurgies internes étaient rarement tentés. Si vos entrailles ressortaient, le pronostic était généralement « bonne chance », plébéienne. Mais pour les plaies externes, surtout en guerre, les chirurgiens romains ont sauvé des vies à une échelle inégalée dans le monde antique. Dans la Chine antique, la médecine était une leçon magistrale d'équilibre entre le yin et le yang, le corps et l'esprit, et surtout, entre opérer quelqu'un et peut-être simplement lui proposer l'acupuncture. Bien que la civilisation chinoise ait développé l'un des systèmes médicaux les plus avancés du monde antique, la chirurgie était abordée avec une prudence intense. Le corps était considéré comme sacré, un don des ancêtres, de sorte que le fait d'y fouiller n'était pas pris à la légère. Mais lorsque la chirurgie est inévitable, comme dans les cas de traumatisme, de tumeurs ou d'abcès graves, les chirurgiens chinois se montraient à la hauteur avec une ingéniosité surprenante. Des registres datant de la dynastie Zhou et vers avant notre ère mentionnent des procédures chirurgicales, y compris le traitement des plaies et même l'ablation d'organes. Et sous la dynastie Han, des praticiens comme Huatuo étaient devenus légendaires. Huatuo n'était pas un simple herboriste chanceux, il était un pionnier. Il effectuait des chirurgies abdominales et des excisions de tumeurs et a même utilisé l'anesthésie, laissé cela s'imprégner un instant. Alors qu'une grande partie du monde antique offrait simplement aux patients un bâton à mordre, Huatuo a créé un mélange anesthésiant appelé mafaisan, à base de vin et d'herbes en poudre comme le datura. En gros, c'était un puissant narcotique antique et cela fonctionnait. Prétendument, sa procédure la plus célèbre consistait à ouvrir l'abdomen d'un seigneur de guerre pour retirer des tissus malades, puis à le recoudre avec succès. Cependant, comme le veut la tradition avec les génies pionniers, Huatuo fut plus tard exécuté par un empereur suspicieux qui le soupçonnait de comploter. Excellent pour la science, mauvais pour la sécurité de l'emploi.
Les outils chirurgicaux chinois comprenaient des couteaux en bronze, des aiguilles, des crochets et des fers à cautériser, dont beaucoup ressemblaient étrangement aux instruments modernes. Mais si les outils étaient présents, les orientations philosophiques décourageaient souvent les traitements invasifs. La maladie, selon la médecine traditionnelle chinoise, provenait d'un déséquilibre dans les voies énergétiques du corps, les méridiens, et non d'organes défaillants ou de mauvais sang. Ainsi, la chirurgie était souvent le tout dernier recours, précédée par la phytothérapie, le massage, la ventouse, l'acupuncture. Même ainsi, les textes médicaux chinois comme le Yandi Neijing témoignent d'une compréhension impressionnante de l'anatomie et de la gestion des blessures. Ils n'ont peut-être pas disséqué de cadavres comme les Grecs ou rafistolé des légions comme les Romains, mais lorsqu'ils opéraient, ils le faisaient avec détermination, précision et une sophistication surprenante. Pendant ce temps, dans les cités antiques des Mayas, des Aztèques et des Incas, la chirurgie n'était qu'une simple procédure médicale, elle était souvent mêlée au rituel, à la guerre et la pure nécessité pratique. Si ces civilisations sont surtout connues pour leurs pyramides à degrés et leurs sacrifices humains, leurs connaissances chirurgicales, notamment en matière de réparation osseuse, de soins des plaies et de modifications crâniennes, étaient bien plus avancées que beaucoup ne l'imaginant. Commençons par leur outil chirurgical de prédilection, les lames d'obsidienne. Tranchantes comme des rasoirs, stériles lorsqu'elles étaient fraîchement brisées, et capables de découper au niveau moléculaire, les scalpels en obsidienne étaient en fait plus aiguisés que l'acier moderne. D'ailleurs, certains chirurgiens modernes ont expérimenté les lames d'obsidienne en raison de la netteté avec laquelle elles coupent les tissus. L'inconvénient, elles se brisent, donc pas exactement homologuées par les normes de sécurité. Les Incas en altitude dans les Indes étaient particulièrement renommés pour la trépanation. Oui, encore des perforations crâniennes. Des preuves archéologiques montrent que les chirurgiens incas ont réalisé des centaines, voire des milliers, de ces procédures pour traiter les traumatismes crâniens, probablement causés par des frondes ou des massues au combat. Étonnamment, certains patients ont survécu non pas à une, mais à plusieurs trépanations. Leur taux de guérison était souvent meilleur que ceux de l'Europe du Xu siècle, ce qui en dit long sur la médiocrité de l'Europe du X siècle dans ce domaine. Les Aztèques, quant à eux, disposaient de toute une panoplie d'anesthésiants à base de plantes. Ils utilisaient des herbes comme le toloache, un type datura, pour émousser la douleur et induire le sommeil, ce qui était probablement une très bonne idée, compte tenu de la fréquence à laquelle les membres devaient être amputés en raison d'infections, de gelures, ou parfois simplement comme punition. Les plaies étaient nettoyées avec de l'urine ou des teintures de piment, une stratégie à la fois antiseptique et sans aucun doute mémorable. Les connaissances médicales étaient jalousement gardées et transmises par les Etlacopani, guérisseurs et chirurgiens souvent formés dès leur plus jeune âge. Ils traitaient les abcès, suturaient les plaies avec des fibres de cactus magui et même réalignaient les fractures à l'aide d'attelles faits de bois ou de roseaux. Ils comprenaient que l'infection pouvait être mortelle et s'efforçaient de nettoyer et de fermer correctement les plaies. Mais comme dans de nombreuses cultures antiques, la frontière entre médecine et rituel était ténue. La chirurgie pouvait être un acte de guérison ou un acte cérémoniel. Parfois, inciser la chair ne visait pas à sauver une vie, mais à apaiser les dieux ou à lire les présages. S'il y eut un moment dans l'histoire où la chirurgie connut une mise à niveau approprié et fort nécessaire, ce fut durant l'âge de l'Eslan, entre le V et le Tche siècle, tandis qu'une grande partie de l'Europe s'affairait à saigner les patients avec des sangsues et à marmonner des prières. Des érudits dans des villes comme Bagdad, Le Caire et Cordoue traduisaient, préservaient et révolutionnaient les connaissances médicales antiques. Et nulle part cette fusion d'érudition et de scalpel ne brilla plus fort que dans les avancées chirurgicales persanes et arabes. Faisons entrer El-Zaraoui, également connu sous son nom latinisé Aboul Kassi, un médecin du siècle originaire d'Al-Andalus, l'Espagne moderne, dont l'influence allait résonner à travers les manuels médicaux pendant des siècles.
Son œuvre monumentale, Al-Tazrif, n'était pas seulement un guide médical, c'était une encyclopédie en 30 volumes et le dernier volume était entièrement consacré à la chirurgie. L'homme ne se contentait pas de lister les outils, il les illustrait. Plus de dessins d'instruments chirurgicaux, des pinces au scalpel, en passant par les cathéters, dont beaucoup présentent une ressemblance frappante avec ce que l'on trouverait dans une salle d'opération moderne. Al-Zahraoui décrivit des traitements pour les fractures, les cautérisations, les dissections et même les césariennes et les procédures dentaires. Il insista sur la précision, l'hygiène et les soins post-opératoires, un concept véritablement révolutionnaire à une époque où les soins après opération signifiaient souvent le « bonne chance » et essayer de ne pas saigner sur le sol. Son travail se répandit comme une traînée de poudre. Traduit en latin, il devint une référence chirurgicale standard en Europe pendant plus de 100 ans. Ce n'était pas une connaissance marginale, c'était une autorité médicale incontestée. Des polymathes persans comme Avicenne Zemsina contribuèrent également grandement à la philosophie chirurgicale. Même s'il penchait davantage vers le diagnostic et la médecine interne, son canon de la médecine précisait quand et comment la chirurgie devait être employée, et mettait en garde contre les opérations, lorsque des remèdes plus simples suffiraient, un conseil que de nombreux chirurgiens modernes pourraient encore prendre à cœur. Ce qui rendait la chirurgie islamique exceptionnelle était son équilibre entre science, éthique et documentation rigoureuse. La chirurgie n'était pas que conjecture ou superstition, c'était un art affûté par l'observation, l'expérimentation et le débat éclairé. Les hôpitaux appelés Bimaristans disposaient souvent de salles de conférences et de bibliothèques où les étudiants en médecine se formaient aux côtés des professionnels, disséquant des animaux, se plongeant dans des textes médicaux grecs et indiens et aiguisant à la fois leurs lames et leurs esprits. Alors, après que les scalpels se soient émoussés, que l'obsidiès se soit brisé et que les trous de trépanation aient guéri ou pas, que nous reste-t-il? Un héritage bizarre, brillant et parfois horrifiant, gravé directement dans les eaux de l'histoire. La chirurgie antique ne se résumait pas à la tôle, la douleur, à la pure bravoure, elle était faite d'essais, d'erreurs et d'une curiosité humaine incessante. Travers les cultures et les continents, un thème émerge, les gens ont toujours été prêts à risquer l'agonie et la mort pour réparer ce qui était brisé. Qu'il s'agisse de la coupure d'un légionnaire romain, de l'abcès d'un paysan égyptien ou du crâne fracturé d'un guerrier inca, les chirurgiens antiques sont intervenus là où les dieux, les prières et les herbes avaient échoué. Et souvent, contre toute attente, ils ont réussi. Tout n'a pas bien vieilli, évidemment. La théorie des 4 humeurs, disparue. Les esprits maléfiques comme diagnostic, heureusement à la retraite. L'urine comme antiseptique, on passe notre tour. Mais beaucoup de leurs idées folles résonnent encore dans la médecine moderne. La rhinoplastie indienne est devenue le fondement de la chirurgie plastique reconstructive. Le triage romain sur les champs de bataille a évolué pour devenir nos systèmes de soins d'urgence, l'anesthésie chinoise, l'ancêtre spirituel de la sédation moderne. Même l'utile de cautérisation utilisé dans les hôpitaux islamiques ressemble étrangement aux dispositifs trouvés dans les quilles chirurgicaux actuels. Ce qui rend la chirurgie antique vraiment fascinant, ce n'est pas seulement la boucherie, c'est la pure ingéniosité. Ces premiers praticiens n'avaient ni microscope, ni compréhension des microbes, et aucun accès à l'anesthésie moderne. Pourtant, ils ont improvisé, souvent avec brio. Ils ont affûté des pierres en scalpel, utilisé du vin et des herbes comme analgésiques, et fabriqué des outils métalliques qui ne sembleraient pas déplacés dans la sacoche d'un médecin du XVIe siècle. Il est également important de noter comment le contexte culturel a façonné les décisions chirurgicales. Dans certains endroits, comme l'Inde et la Perse, la chirurgie était une profession respectée, étayée par des codes éthiques et une formation formelle. Dans d'autres, c'était un acte désespéré, réservé à la nécessité du champ de bataille ou au rituel. Certaines civilisations privilégiaient l'harmonie spirituelle, d'autres, la réparation corporelle, certains sondaient, d'autres priaient. Beaucoup faisaient les deux, et pourtant, derrière chaque opération réussie, se cachait un pari terrifiant. Pas d'antibiotiques, pas d'agents anesthésiants, juste de l'espoir, une main ferme, et peut-être un champ ou deux. Honnêtement,
La prochaine fois que vous couperez avec du papier, réjouissez-vous de ne pas vivre en 600 avant notre ère et d'avoir à considérer de simplement percer le problème.